L'histoire commence quand Yuan se réveille, piégé dans une cellule étrange sans la moindre idée de comment il est arrivé là. Soudain, une fille nommée Jin l'interpelle de la cellule voisine, le prévenant de s'éloigner pour ne pas être écrasé par les pointes. Yuan s'échappe de justesse et supplie Jin d'arrêter ses blagues, pensant qu'elle se moque de lui. Mais en regardant attentivement par un trou dans le mur, il réalise qu'elle n'est qu'une fille terrifiée, probablement elle aussi une victime. Jin lui dit que le mur de pointe avance vers eux toutes les quelques minutes et qu'ils seront bientôt complètement écrasés. Mais Yuan lui dit de garder espoir, car ils se sont trouvés et peuvent élaborer un plan d'évasion. Yuan aperçoit une hache à côté d'elle et lui demande de la lui passer pour qu'il puisse briser sa fenêtre et revenir la tirer de là. Mais Jin ne fait pas confiance à ce type et lui demande de jurer qu'il reviendra pour elle, sinon elle les laissera tous les deux se faire écraser. Yuan accepte de prêter serment, mais alors que Jin essaie de passer la hache par le trou étroit, elle se coince et finit par se briser. Leur seul espoir de s'échapper anéanti, Jin recommence à pleurer, surtout inquiète de mourir sans avoir connu les joies de l'amour. Soudain, Yuan remarque un lit en fer dans la chambre de Jin. Il lui demande de le détruire et de lui passer une barre de fer pour briser la fenêtre. Elle s'exécute et Yuan s'échappe par sa fenêtre quelques secondes seulement avant que les pointes ne se referment complètement sur lui. Après, Jin l'appelle pour lui rappeler son serment, mais il est déjà loin et elle réalise qu'elle a été trahie. Le mur de pointe se rapprochant, Jin pleure à chaudes larmes, déclarant que tous les hommes sont des ordures. Mais Yuan apparaît du toit, lui tendant le bras et elle s'excuse de l'avoir mal jugé. Une fois en sécurité, il saute du toit, mais Yuan a de la chance et les atouts généreux de Jin manquent de peu d'écraser sa dignité masculine. Ensuite, ils descendent une échelle, mais il manque des barreaux et elle ne peut supporter leur poids, les faisant chuter vers la mer. Yuan utilise son corps comme bouclier pour Jin. Il frappe l'eau violemment et se noie lentement. Quand Jin le sort de l'eau, il est inconscient et elle le transporte dans un phare. À peine entré, un jeune homme nommé Yang apparaît derrière elle, brandit un couteau et lui demande où diable ils sont et comment elle l'a amené là. Il lui demande aussi si elle a été envoyée par un chef de gang rival, mais Jin dit qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il lui demande. Yang fixe ses atouts généreux et menace de les presser comme des citrons si elle ne commence pas à parler. Alors Jin lui dit qu'elle n'est qu'une étudiante en médecine qui s'est soudainement réveillée dans cet endroit étrange et n'a aucune idée d'où elle se trouve. Yang s'impatiente, alors il piétine les doigts de Yuan, le ramenant instantanément à la réalité. Yang demande alors à Yuan s'il connaît Jin, mais Yuan nie étonnamment la connaître. Jin est désemparé et essaie de lui rappeler tout ce qu'ils ont survécu ensemble ce jour-là, mais Yang est déjà irrité à ce stade et lève son couteau pour poignarder Yuan. Cependant, il change d'avis et laisse tomber le couteau au sol, bien qu'il les avertisse de bien accorder leur version, car il ne plaisante pas. Yuan commence à pleurnicher comme une pleurnicheuse pathétique, ce qui surprend Jin, vu à quel point il était si viril et déterminé lors de leur première rencontre. Elle explique à Yang qu'ils sont tombés d'une très grande hauteur et que l'arrière de la tête de Yuan a semblé subir le plus gros de l'impact. Il pourrait donc souffrir d'amnésie et d'une perte d'identité, c'est pourquoi il insiste n'avoir jamais vu Jin. Yang n'achète pas son excuse bidon et insiste sur le fait qu'elle ment et qu'ils lui ont été envoyés par ses rivaux de gang. Il décide de les achever en commençant par Yuan, mais Jin le supplie désespérément, alors il lui donne une dernière chance et lui demande d'expliquer pourquoi un gars qu'elle rencontrait pour la toute première fois de sa vie était prêt à risquer la sienne pour la sauver. Évidemment, c'est parce que Yuan était un pauvre type désespérément romantique, mais Jin réalise finalement que la réponse réside dans le temps et elle dit que tout comme des amis de longue date peuvent se trahir au moment crucial, des étrangers qui ne se connaissent que depuis très peu de temps peuvent juger l'autre suffisamment important pour se sacrifier l'un pour l'autre. Cette déclaration touche une corde sensible chez ce gars et il reconnaît que même si quelques-uns de ses amis d'enfance sacrifieraient indéniablement leur vie pour lui, les autres ne le feraient certainement pas et cela signifie qu'elle avait raison. Il laisse Yuan partir et Jin essaie de raviver la mémoire du gars sur tout ce qu'il avait fait ce jour-là et comment il l'avait héroïquement sauvé, mais il n'a franchement aucun souvenir de tout cela et dit que la dernière chose dont il se souvient, c'est de s'être amusé avec un magazine pour adultes et une certaine classe. Juste à ce moment, Jin touche le corps du cadavre, disant que c'est assez étrange de voir un corps momifié par un temps si humide. Alors elle lui enlève ses vêtements et, surprise, il trouve des chiffres inscrits sur sa poitrine. Bref, il se présente amicalement comme un membre de gang et dit qu'ils ont probablement été introduits clandestinement par les sbires d'un chef de gang. Mais Jin dit que cela ne correspond pas vraiment à ce qu'ils ont vécu, surtout avec ce mur de pointe dans le cachot. Il pense plutôt qu'ils sont dans une sorte de jeu d'aventure et d'énigmes, et que l'objectif principal est de s'échapper. Il serait donc préférable qu'ils commencent à trouver des indices. Par coïncidence, Jin aperçoit un parchemin dans l'oreille de la momie, et ils y trouvent une carte de l'île. Mais dès que Yuan aperçoit cela, il a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, dessiné par quelqu'un qu'il connaît. Cependant, toute tentative de se souvenir exactement de qui il s'agissait et des circonstances ne lui donne qu'un mal de tête lancinant.
Il les réveille le lendemain matin pour qu'ils le suivent et trouvent qui est responsable de leur situation actuelle. Mais comme il ne leur fait pas entièrement confiance, il leur dit qu'ils seront ses esclaves jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils ne travaillent pas pour l'autre camp. Quand ils s'aventurent un peu dans les bois, ils échappent de justesse à un piège et remarquent du sang frais dessus, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres humains ou juste des animaux. Jin est excité, disant que leurs chances de survie sont considérablement augmentées si d'autres sont avec eux. Mais Yang lui dit d'arrêter d'être si naïve et de faire si facilement confiance aux étrangers, car chacun ne cherche que son propre avantage. Ensuite, il leur ordonne de ramasser de la nourriture, ajoutant qu'ils n'auraient qu'une demi-part chacun. Ensuite, il chasse un lapin avec lequel Jin a eu un contact très proche, et pendant qu'il dévore la viande du lapin, Jin ne peut même pas en prendre une bouchée car elle n'est pas contente. Soudain, les hormones de ce drôle de zigoto s'emballent et il dit à Jin de se lever et de faire son lit pour lui tout en distrayant Yuan avec un morceau de viande et en le prévenant de ne pas entrer dans la grotte. Quand Yang entre et voit Jin à quatre pattes, les fesses en l'air, il se jette sur elle et son cri alerte Yuan qui avait été prévenu de ne pas entrer. Malgré l'avertissement et une menace de mort, Yuan entre dans cette grotte et avertit Yang de ne pas faire de mal à Jin. Évidemment, Yang s'énerve et tabasse le crétin, mais Yuan dit que ce n'est pas sa faute s'il les voit tous comme une équipe, avec Yang comme leur héros, leur guerrier et Jin comme leur guérisseuse. Bon, évidemment, le gars n'a pas inventé l'eau chaude, alors Yang s'irrite et décide de ne plus perdre son temps précieux à raisonner avec lui. Cependant, les mots de Yuan font réfléchir Yang et il réalise qu'ils ne sont pas les sbires de Hishai et a aussi honte d'avoir reçu une leçon d'un idiot comme Yuan. Juste à ce moment, ils entendent la voix d'un homme crier à l'aide et tous se cachent dans les buissons. Mais Jin essaie d'avertir l'homme de ne pas tomber dans le piège et Yuan lui couvre la bouche disant qu'elle n'aurait pas dû faire ça avant qu'il ne voie qui poursuit cet homme. Finalement, un indigène de l'île apparaît avec une hache et massacre ce gars sans pitié ni relâche, après quoi l'écran affiche Game Over pour le pauvre type. Après avoir été témoin de la mort horrible de ce type, il se retire dans la grotte et Yuan se demande si l'indigène de l'île est un cannibale qui préfère l'essence de son prochain, mais Yang lui dit de faire attention à ses fesses plutôt que de poser des questions idiotes. Le matin, ils commencent à ramasser plus de nourriture, mais Jin hurle après avoir vu un rat et Yang arrive avec un couteau, pensant qu'ils ont été attaqués par des cannibales. Quand il découvre que ce n'est qu'un rat, il l'engueule pour son cerveau vide, car ses cris pourraient attirer les cannibales dans leur direction. Yuan fait remarquer que Yang est arrivé assez vite, montrant à quel point il se soucie d'eux, mais Yang le nie, disant qu'il est un mâle alpha sans aucune faiblesse. Après un moment, Jin se sent pressé et s'enfonce dans une zone privée de la forêt pour se soulager et s'offrir un petit moment de détente. Mais elle entend du mouvement dans les buissons et cette fois, c'est pour de vrai, elle est capturée par deux cannibales. Elle crie à l'aide et les garçons courent dans sa direction, mais ce sont des lâches un peu comme certains spectateurs, alors ils se cachent dans les buissons planifiant leurs prochaines étapes. Quant à la pauvre Jin, les cannibales ont déjà positionné ses jolies fesses sous leur nez, mais juste avant que l'un d'eux ne la frappe avec son outil de pierre, les garçons se précipitent pour les attaquer. Avant qu'ils ne fassent là quoi que ce soit, le cannibale tombe soudainement mort et son camarade s'enfuit, puis une jolie blonde armée apparaît, se présentant comme Tracy Candy, membre du département de police. Elle les invite à rejoindre son équipe cachée dans une falaise voisine et Jin est excitée car elle sent qu'ils seront plus en sécurité avec plus de monde. Mais avant qu'ils ne la rejoignent, Yang lui demande si elle est déjà allée en Chine, car il est presque sûr d'avoir déjà vu cette femme, même si elle prétend venir des États-Unis. Elle le regarde droit dans les yeux et nie légèrement l'avoir déjà vue, balayant l'idée en disant qu'elle est juste le sosie de quelqu'un d'autre et rien de plus. Elle se penche pour confirmer que le corps du cannibale était vraiment complètement mort. Mais soudain, des flèches volent dans leur direction et ils découvrent qu'ils sont pourchassés par encore plus de cannibales. Ils courent se mettre à l'abri et derrière une pente, Tracy abat les cannibales, ordonnant aux trois autres de l'attendre près d'un ruisseau. Quand ils sont seuls, Yang dit aux deux autres qu'ils ne doivent faire confiance qu'à eux-mêmes et qu'ils ne devraient rien partager sur la carte ou le code qu'ils avaient trouvé dans le phare, car ils ne savent pas encore qui est qui. Et les données cruciales de survie ne devraient pas être partagées avec des gens qui pourraient être leurs concurrents. Il dit aussi qu'il croit maintenant qu'ils ne travaillent pas pour un chef de gang et accepte de les protéger tant qu'ils lui obéissent, bien que ce soit toujours leur choix au final. Jin dit qu'elle ira partout où Yuan ira, tandis que Yuan, après quelques calculs de stratégie de combat dignes d'un enfant de maternelle, accepte de faire partie de l'équipe de Yang. Après, Yang dit qu'ils devraient tous prêter serment, jurant de ne jamais se trahir, et ils jurent tous deux de se soutenir dans les bons comme les mauvais moments. Juste après cela, Tracy les rejoint à nouveau, ajoutant qu'elle est à court de munitions et comme ils sont dans un endroit dangereux, ils devraient faire équipe avec elle et les membres de son équipe pour augmenter leurs chances de survie. Aussitôt, ils la suivent jusqu'à une grotte où se trouvent trois autres gars et un gars un peu trop zélé dit qu'elle a gaspillé des munitions pour protéger les nouveaux. Cela énerve Yang, alors il attrape le gars par le col, prêt à lui vider la cervelle à coups de poing.
Cependant, un homme plus âgé l'arrête net, disant qu'ils ont des règles et n'agissent pas comme des animaux et que chaque membre doit obéir aux lois de son propre pays. De plus, les infractions légères peuvent être punies d'exil, mais les infractions graves pourraient être passibles de mort et Tracy servirait de bourreau. Yang n'est pas tranquille avec ça car il ne fait pas confiance à Tracy et pense qu'elle pourrait un jour se réveiller et décider de devenir une dictatrice qui peut prendre leur vie comme elle le souhaite. Mais elle lui dit que c'est le seul moyen pour le moment de maintenir l'ordre et la loi et qu'il peut simplement partir s'il n'est pas à l'aise avec leurs conditions ou s'il n'est pas prêt à se plier aux règles. Yang accepte de rester et les autres se présentent en commençant par le vieil homme japonais nommé Ishigaki, puis un gars nommé Wing et enfin le type qui a énervé Yang nommé Romeo, un Britannique. Yang et les membres de son équipe se présentent également et Tracy rapporte ce qu'elle a trouvé lors de son exploration du jour. Premièrement, elle dit avoir découvert un immense complexe architectural qui semblait couvert de vapeur, sombre et endormi, tel un monstre géant. Ishigaki suggère qu'ils aillent enquêter sur la tanière, mais Wing et Romeo sont contre et veulent juste être en sécurité. Heureusement, un nouveau groupe les a rejoints, alors Ishigaki demande à Yang et aux membres de son équipe de voter. Yang pose une question sur l'hésitation, puis permet à ses coéquipiers de voter quand même, alors Jin s'abstient de voter, tandis que Yuan dit qu'il est d'accord avec Ishigaki, affirmant qu'il devrait aller l'explorer. Avec Ishigaki, Tracy et Yuan en faveur de l'exploration contre les deux autres, il sent qu'ils ont gagné, mais Yang dit obstinément qu'il ne veut pas y aller juste parce qu'il veut voir à quel point Ishigaki peut être un bon leader face à des décisions difficiles. Ishigaki surprend Yang en offrant un chèque de 10 millions à quiconque le soutiendrait efficacement lorsqu'ils s'échapperont de cette île. Alors Romeo change immédiatement son vote en faveur d'Ishigaki. Étonnamment, Yang a proposé un contre-prix, triplant le montant offert par Ishigaki à quiconque voterait de son côté, ajoutant que c'était simplement parce qu'Ishigaki avait tout l'argent et avait gagné après tout, et que ce serait donc lui qui financerait cela. Bien sûr, Romeo ne déçoit pas et change de camp car il ne craint pas de se plier en quatre pour un sou et Ishigaki gagne à la fin de la journée. Finalement, il se dirige vers le bâtiment que Tracy avait indiqué. Mais avant cela, Yang appelle Tracy à part, lui dit quelque chose d'assez déplacé, essayant probablement de tenter une approche un peu trop directe avec elle, mais elle lui donne une bonne claque pour le remettre à sa place et ils arrivent plus tard à la structure architecturale. Ishigaki identifie la structure comme une pyramide similaire aux pyramides mayas d'Amérique du Sud, mais il ne le saurait pas avec certitude avant de l'explorer. En entrant, Jin est assez terrifié car les choses deviennent de plus en plus effrayantes à mesure qu'il avance. C'est immense, mais elle remarque que Yuan est plutôt positif tout du long, excité d'être arrivé sur le lieu du jeu de réalité virtuelle. Il lui conseille de se réjouir car ils ont maintenant quelque chose à espérer après avoir quitté cet endroit, le chèque de 30 millions de yuan d'Ishigaki qui les mettra à l'abri pour la vie. Après un moment, Tracy tombe sur un foyer ardent et suppose que quelqu'un a allumé un feu il n'y a pas si longtemps. Mais Yuan fait remarquer que les sauvages ne peuvent pas utiliser de piles et que ce doit plutôt être des gens comme eux. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'ils sont devant la pyramide, Ishigaki suggère d'aller explorer l'intérieur, mais Romeo dit qu'il préfère garder sa tête sur ses épaules et non dans le ventre d'un sauvage. Yang suggère alors qu'ils se divisent en deux équipes. Une équipe entre dans la pyramide, tandis que l'autre reste pour servir de soutien. Ishigaki sélectionne ceux qui entreront avec lui, y compris lui-même comme leader, Tracy pour les protéger, Jin pour les assister médicalement et Wing pour le travail physique. Alors que la première équipe entre, Romeo appelle Yang à part, lui demandant une collaboration entre eux deux pour arnaquer Ishigaki. Mais Yang l'attrape par le col et le prévient de ne pas les prendre pour des camarades de jeu et en fait, il lui confisque son chèque de 30 millions de dollars. En entrant, l'équipe rencontre des écrits archéologiques, mais ils sont incapables de les interpréter et avancent. Pendant ce temps, Jin se souvient d'une conversation avec Yuan où elle avait avoué avoir empoisonné Yang à l'époque quand il avait essayé d'abuser d'elle. Apparemment, elle avait utilisé quelque chose dans son ruban à cheveux, mais depuis qu'ils ont prêté serment de faire équipe, elle lui a glissé l'antidote, ce qui lui causerait une douleur extrême à l'estomac. Et là, c'est juste le moment où les effets de cette drogue allaient te faire sentir. Comme elle le prédit, Yang est sur le point de faire 1000 allers-retours aux toilettes. Mais malheureusement, juste à ce moment-là, les sauvages apparaissent et courent vers eux à toute vitesse, tirant des flèches. D'un autre côté, Yang ne peut pas se lever pendant que Romeo et Yuan courent de mettre à l'abri. Mais Yuan se retourne pour voir Yang en mauvais état, alors il court en arrière, le ramasse et se dirige vers la pyramide. Cependant, Romeo vient de localiser un bouton qui ferme les portes de la pyramide. Alors que la porte descend progressivement, Yuan et Yang courent de toute leur force, et à la dernière minute, Yang se fraye un chemin à coups de pied, les mettant tous les deux en sécurité. Le reste de l'équipe revient après avoir entendu le bruit extérieur et Yang rapporte que Romeo avait essayé de les enfermer dehors. Cependant, Ishigaki explique que Romeo était probablement désespéré et a fait le bon choix pour sauver le reste d'entre eux en fermant la porte, donc ses actions sont excusables. Quoi qu'il en soit, puisqu'ils sont enfermés et ne peuvent pas sortir, Ishigaki suggère qu'ils commencent à chercher une autre sortie. Juste à ce moment, Jin remarque un
gonflement sur le bras de Yuan et l'ouvre, mais elle est submergée par le chagrin en réalisant qu'il a été touché par une neurotoxine qui mettrait instantanément fin à sa vie dès qu'elle atteindrait son cœur. Et au grand maximum, il ne lui reste que 10 heures. Elle pleure amèrement, se reprochant de ne pas avoir réussi à lui sauver la vie, tandis que Yang veut frénétiquement sortir et obtenir l'antidote des sauvages car il sait que c'est entièrement de sa faute si Yuan a subi cette blessure mortelle. Cependant, Yuan dit à tout le monde de se calmer puisqu'il est toujours en vie et qu'il devrait plutôt commencer à chercher une autre sortie puisque la porte de pierre est scellée. Ishigaki est impressionné car même si Yuan n'a qu'une mémoire de 5e année, il semble avoir les meilleurs instincts de survie parmi eux, même sans compétences utiles. Et donc Ishigaki dit que le nouvel objectif est de trouver une sortie à l'intérieur et d'obtenir l'antidote de Yuan auprès des sauvages avant que les 10 heures n'expirent. Cependant, Roméo, la petite mauviette sans courage qu'il est, insiste pour qu'il vote car il n'est pas question d'offrir sa vie sur un plateau à ces sauvages, mais tout le monde l'ignore et continue quand même. L'équipe arrive à un endroit au sol avec beaucoup d'eau et de space fluor brillant, tandis que Yuan a de nouveau une migraine, disant que cette scène lui semble si familière. Juste à ce moment, ils entendent un cri à l'aide venant de l'eau et trouvent un groupe de 4 piégés avec un homme inconscient dans leurs bras. Ishigaki leur demande de s'identifier et d'expliquer comment ils sont arrivés dans l'eau, et les gars disent qu'ils se sont aussi retrouvés sur l'île sans raison. Mais le gars tenant l'inconscient leur dit de les laisser sortir rapidement car ce professeur comprend la langue des sauvages et connaît la sortie. Sans meilleure option, l'équipe d'Ishigaki tend la main au gars en lançant une corde avec une pierre attachée. Il les tire progressivement en sécurité et le chef de la deuxième équipe, André, dit qu'il leur est redevable d'avoir sauvé son équipe. Ishigaki remarque que les abdos d'André sont plus sculptés que son propre bois mouillé, alors il demande qu'ils se présentent tous et leur profession. André dit qu'il est un mercenaire russe travaillant avec une organisation militaire israélienne et ses coéquipiers sont un bavard nommé Ding, une femme au foyer néo-zélandaise nommée Sherry et enfin le professeur Giroud, l'archéologue français expert en civilisation ancienne. Giroud reprend conscience et explique que l'écriture sur le mur indique qu'une fois qu'ils atteindront le point le plus élevé de ce bâtiment, la sortie se révélera. Les autres pensent que ce doit être le plus haut pilier de pierre, mais leur dilemme est qu'un énorme courant d'eau jaillit de certaines sorties d'eau pendant un intervalle de temps spécifique, augmentant les niveaux d'eau de manière irréversible. Apparemment, c'est ce qui a plongé le professeur dans l'inconscience, laissant son équipe en pleine galère à lui porter secours. Ils doivent donc faire preuve d'une stratégie redoutable pour choisir le bon pilier à escalader et surtout éviter de se faire emporter par ce courant d'eau impétueux et traître. Juste au moment où André ouvre la bouche, un nouveau courant d'eau déchaîné s'abat et l'un des piliers est pulvérisé en 1000 morceaux. Yang les exhorte à agir sans tarder, à grimper au moins un pilier car le temps leur est compté et l'état de Yuan se dégrade à vue d'œil. Mais Ishigaki le met en garde contre toute imprudence. La plupart des membres de l'équipe ne s'en sortiront pas, l'ascension étant un vrai défi pour les moins grands. Yang réalise la justesse de cette observation et se demande quel pilier attaquer en premier vu leur éloignement. Mais Yuan, avec une simplicité déconcertante, leur assure que c'est un jeu d'enfant. Il suffit d'avancer en ligne droite en partant des piliers juste devant eux pour viser le plus haut. Les membres de l'équipe valident sa proposition et se lancent dans le calcul des distances à parcourir à la nage entre les piliers ainsi que des hauteurs à gravir pour chacun. Mais Sherry, la charmante femme au foyer, s'inquiète. Ses talents acrobatiques, elle les réserve plutôt pour l'intimité de la chambre à coucher, pas pour l'escalade. Par souci d'efficacité, l'équipe décide que les grands gaillards, tels qu'André et Wang, devraient en grimper en premier pour ensuite aider les autres. La distance entre les piliers étant de 30 mètres, André estime qu'il lui faudrait une petite minute pour nager et atteindre le sommet, puis 8 minutes déjà pour faire traverser le reste du groupe. Cependant, ce cher Kitty Roméo, fidèle à lui-même, ouvre à nouveau sa bouche de lâche, affirmant que certains ralentiraient l'ascension des autres, et que le dernier à grimper risquerait d'être emporté par le courant. Yang lui demande alors ce qu'il propose, et Roméo suggère de jouer leur destin en tirant au sort l'ordre de leur hissage. Cependant, Jin s'oppose fermement à cet échappatoire lâche car si une personne aussi affaiblie que Yuan tirait un mauvais numéro, ses chances de survie seraient quasi nulles. Mais Roméo, lui, s'en fiche comme de sa première chaussette, déclarant que Yuan n'est qu'un boulet pour l'équipe. Mais Yang, furieux, se met en colère et lui assène un coup de pied car cela signifierait clairement que Yuan, gravement blessé, risquerait de ne pas recevoir d'aide à temps. Les autres membres de l'équipe interviennent pour empêcher Yang de passer à tabac ce lâche. Et au moment du tirage au sort, Yuan se retrouve en 6ème position. Malheureusement, la femme au foyer, en larmes, commence à pleurer à chaudes larmes car elle est désignée comme la toute dernière personne. Mais Ishigaki, avec un geste noble, échange sa place avec elle, son propre tirage l'ayant placé en première position pour être secouru. Peu après, le courant se déchaîne, forçant André, Wang et Yang à traverser à la nage pour grimper sur un pilier. Un par un, ils hissent les membres de l'équipe, mais le temps s'est presque entièrement écoulé et c'est bientôt au tour d'Ishigaki de tenter sa chance. Il lui lance la corde qu'il attrape de justesse, s'y accrochant de toutes ses forces, la vie au bout des doigts. Mais finalement, ils parviennent à le hisser en sécurité avant que le courant ne puisse lui causer le moindre mal et tous poussent un soupir de soulagement en reprenant leur souffle. Pendant qu'ils attendent le prochain courant, l'équipe s'interroge sur la
capacité de ces sauvages, disons, peut verser dans les bonnes manières, à bâtir des structures aussi complexes. Mais le professeur leur révèle qu'il s'agit en réalité d'une construction géo destinée à tester l'intelligence et les compétences de survie et qu'elle appartient à la civilisation Maya, ce qui les situe donc en Amérique du Sud. Le professeur sidère tout le monde en leur révélant que ces sauvages ne sont pas les Gyan, mais plutôt de la chair à canon, des esclaves et des soldats à leur service. Car ces fameux Gyan étaient réputés être des êtres suprêmes, dotés d'immortalité et d'une intelligence que l'on ne peut qu'imaginer dans ses rêves les plus fous. Cela soulève la question de savoir comment les Mayas ont bien pu vaincre les chevaliers galants, mais il s'est avéré que ces derniers ont tout simplement disparu, emportant leur île avec eux sans jamais réapparaître. Une fois de plus, Yuan est pris d'un terrible mal de tête, car il a l'impression d'avoir déjà vécu chaque instant, y compris la conférence du professeur, sans pouvoir se souvenir ni du lieu ni des circonstances. À cet instant précis, le courant d'eau se déverse de nouveau et chacun est sauvé, soulagé à l'idée de s'en sortir en un rien de temps. Mais c'est alors qu'ils aperçoivent une petite porte discrète sur un côté du mur. Le professeur confirme que les inscriptions anciennes stipulent sans équivoque que seul le pilier le plus haut activera l'ouverture de cette porte, alors tous décident de s'y rendre au plus vite. Bien qu'il ne soit pas du tout certain que le courant d'eau s'arrêtera net à ce niveau, ou s'il continuera de monter jusqu'à submerger complètement le pilier le plus élevé. Ils atteignent finalement ce fameux pilier, et André, le premier sur place, s'écrie qu'il a bel et bien aperçu une porte. Mais alors que Yang tente l'ascension, il glisse, rate son pas et retombe lourdement. André, lui, s'efforce de hisser les autres à lui tout seul, tandis que Sherry, arrivée la première, troque son bon sens contre une minute de gloire, une idée lumineuse, et tend la main vers la poignée de porte. Tracy l'aperçoit aussitôt et la met en garde de ne surtout pas faire ça, mais Sherry, avec une stupidité déconcertante, tapote la porte, la faisant s'ouvrir et se refermer sur elle, l'emprisonnant à l'intérieur. L'équipe réalise, impuissante, que la porte est scellée, mais Ishigaki s'écrie qu'ils doivent absolument tout tenter pour la sauver. Malheureusement, le professeur déclare que tout est vain, car selon les inscriptions gravées sur cette porte, la véritable sortie ne se révélera que si un membre de l'équipe est sacrifié. Pour y parvenir, le professeur déchiffre des instructions, précisant également qu'un système de drainage sera activé pour faire baisser le niveau de l'eau. Mais tandis que chacun traverse à la nage, Ding s'épuise, sentant qu'il est sur le point de se noyer. Des souvenirs d'enfance lui reviennent alors en mémoire. Les brimades subies à cause de son bégaiement et ce vieil homme bienveillant qui l'avait sauvé et lui avait enseigné de ne jamais baisser les bras. Cette pensée le maintient motivé, l'incitant à s'accrocher à la corde jusqu'au tout dernier instant. Finalement, l'équipe parvient à le hisser avec succès jusqu'au pilier et tous sont enfin en sécurité. En s'engageant dans la sortie, l'équipe fait une macabre découverte, des peaux de serpent et d'autres crânes vides. Mais soudain, le corps de Yuan se met à brûler et il se découvre un talent latent pour le mumble rap, une révélation inattendue. Jin comprend alors que le poison est en train de lui griller le cerveau. André propose d'aider à maintenir Yuan, mais Yang insiste catégorique pour s'en charger seul. Cependant, comme André insiste lourdement, fort de sa carrure imposante, Yang finit par céder, affirmant qu'il peut tenir Yuan. Mais il le prévient, s'il tente la moindre bêtise, sa tête roulera, c'est promis. Ils arrivent alors devant un escalier menant à un hôtel et, espérons-le, à la sortie. Yang s'y précipite à toute vitesse car le temps leur est déjà compté pour trouver un remède à Yuan. Cependant, il débouche au grade sur une porte ornée de motifs et de caractères gravés et demande au professeur de les déchiffrer. Il lit alors des passages sur des offrandes et des sacrifices aux dieux, puis avec un clin d'œil, intime à Tracy de s'allonger sur l'autel, espérant que les divinités aient un faible pour les blondes pulpeuses. Elle s'exécute avec son instinct de survie proche du néant et la porte s'ouvre majestueusement. Cependant, à peine s'est-elle relevée qu'elle se referme instantanément, signifiant qu'un nouveau sacrifice humain est requis pour leur libération. Wang propose alors d'utiliser de lourdes roches pour simuler le poids d'un corps sur l'autel et tous se dispersent aussitôt à la recherche de pierres. Après avoir cherché un bon moment sans le moindre résultat, Roméo, fidèle à son tempérament, râle que s'il ne trouve pas de roche, Wang devra être le sacrifice puisque c'est lui qui a eu cette brillante idée. Quelques instants plus tard, Ding tombe par hasard sur d'énormes rochers, mais au moment où Wang tente d'en soulever une, elle se désagrège en poussière, victime de l'érosion. Tristement, ils doivent se rendre à l'évidence. Leur seule option est d'abandonner une personne. Roméo, avec sa bouche maudite, s'exclame alors qu'il est évident que celui à laisser derrière est Yuan, car c'est un cadavre ambulant qui devrait être ravi de mourir pour le bien de tous. Jin proteste avec véhémence et se tourne vers Ishigaki, espérant qu'il déclarerait cette idée illégale. Mais ce dernier explique qu'au vu de leur situation désespérée, il est juste et équitable qu'il procède à un vote pour prendre cette décision cruciale. Cependant, il semble convaincu que, bien qu'il soit presque certain que Yuan n'y verrait aucun inconvénient à être le sacrifice, étant donné leurs besoins pressants, et que si Ishigaki lui-même se trouvait dans une telle situation, il dirait à ses coéquipiers de poursuivre leur chemin sans lui. Cependant, il s'en remet à l'équipe pour prendre cette décision cruciale par un vote, et au grand désarroi de Jin, 6 d'entre eux, y compris le professeur, votent en faveur de l'abandon pur et simple de Yuan, un résultat que même Yang ne peut contester. Mais Yang dégaine son couteau, déclarant que quiconque oserait abandonner son frère, Yuan devrait d'abord passer sur son cadavre. Roméo, scandalisé, qualifie Yang de méprisable et intime à André de leur livrer Yuan sans plus attendre. Mais André rétorque qu'en tant que camarade, il n'abandonnerait jamais un compagnon d'arbre sur le champ de bataille. Roméo se met à hurler à l'injustice, mais Yang lui assène un coup de poing qui le fait s'évanouir. Puis il demande à ceux qui ne sont pas favorables à l'abandon de Roméo de lever la main.
Dans la scène suivante, toute l'équipe court à perdre haleine pour sauver Yuan, dont les respirations s'affaiblissent de minute en minute. Roméo, lui, a été abandonné, car personne n'a voté pour le garder. Tandis qu'il court, le professeur ne peut s'empêcher d'admirer l'esprit vif et la ruse de Yang qui a sauvé Yuan. Il savait bien que tout le monde en avait ras-le-bol de cette grande gueule et que personne ne s'opposerait à laisser un tel boulet derrière eux. Finalement, les gars découvrent la sortie et se retrouvent enfin en plein air sur un vaste champ. Tous sont fous de joie de revoir le soleil après ce qui leur a semblé une éternité passée dans ce labyrinthe obscur. Sans perdre une seconde, ils se mettent en quête d'un antivenin de serpent pour stabiliser l'état de Yuan. Pendant que Yuan se repose, Yang suggère à André de l'accompagner armé de quelques roches pour retourner secourir Roméo. Mais au moment où André s'éloigne, lui et Tracy échangent un regard étrange, un détail qu'Ishigaki remarque discrètement sans toutefois en souffler mot. Pendant ce temps, Roméo se réveille et découvre, à son grand désarroi, que tout le monde a laissé son pauvre derrière. Mais avant qu'il ne puisse esquisser le moindre geste, la porte se referme brutalement et ce qui en émerge le dévore sans pitié. Le hurlement strident de sa voix terrifiée est la dernière chose que Yang et André entendent avant de décider qu'il n'est plus du tout sûr de retourner là-dedans, car il est probablement déjà mort. Pendant ce temps, à la surface, Yuan reprend enfin conscience grâce aux herbes médicinales qu'ils lui ont administrées, mais à cet instant précis, Ding déboule en courant frénétiquement vers eux, poursuivi de près par un python géant, une vision terrifiante. Wang est projeté violemment du haut d'une falaise, et comme par hasard, Yang, en émergeant du temple, tombe nez à nez avec ce serpent. Il le poignarde de son couteau, mais est lui aussi projeté dans le vide. Par chance, il atterrit dans le lac, et le serpent blessé se glisse rampant dans les buissons. Par la suite, Yang tire Wang hors de l'eau et lui prodigue des compressions thoraciques, sauvant ainsi la vie du jeune homme. Puis les deux compères se débarrassent des sangsues avant de s'évanouir complètement assommés après avoir inhalé cette substance qui vous envoie directement au 7e ciel. Par chance, les autres membres de l'équipe les rejoignent et après quelques longues heures, ils reprennent tous deux conscience. Mais presque aussitôt, une flèche est tirée en plein milieu de leur groupe et ils se retournent pour découvrir qu'ils sont totalement encerclés par les sauvages. Alors qu'ils pensent que c'est la fin des haricots, le chef des sauvages arrête ses hommes, les empêchant de tirer d'autres flèches et s'avance calmement vers eux. Étonnamment, le chef parle chinois. Il demande alors un guérisseur miracle, un homme borgne qui maîtrise la langue guian. Constatant leur ignorance totale concernant cet individu, le sauvage se met en colère, persuadé que Giroud et son équipe ont tout bonnement passé le type à la casserole. Mais Giroud réalise peu à peu que la personne borgne dont parle ce chef sauvage n'est autre que son propre professeur, décédé il y a quelques années. La scène suivante nous transporte à l'enterrement du vieux professeur, avec Jirod parmi les rares personnes présentes et quelques hommes en uniforme visibles au loin. Sur l'île, tandis que l'équipe est escortée dans l'antre des sauvages, il confie à Ishigaki que le regretté professeur Zico était à la fois un archéologue émérite et un médecin. Cependant, bien que l'homme en question puisse être son professeur, il n'a jamais vu le professeur Zico voyager à l'étranger, à moins qu'il ne se soit cloné, ce qui serait une sacrée surprise. Maintenant qu'ils ont désespérément besoin d'un guérisseur pour sauver leur groupe, tout le poids de la situation repose entièrement sur les épaules de Jin pour secourir ses coéquipiers. Mais tandis qu'elle monte avec le professeur, le chef lui hurle dessus, l'accusant de vouloir mettre fin à la vie de leur père malade en envoyant une femme comme médecin. Apparemment, leur tradition est conçue pour exaspérer les féministes, car les femmes de leur tribu ne sont là que pour faire des bébés, et c'est tout. Mais l'oncle des sauvages, plus sage, lui conseille de laisser une chance à Jin. Si elle s'avère incapable de guérir leur chef, alors ils se débarrasseront d'elle et du reste de l'équipe sans pitié. Finalement, Jin examine le chef et lui diagnostique sans hésitation le paludisme. Cependant, elle précise qu'il est impératif d'administrer un médicament spécifique pour le guérir. Or, ce précieux remède ne se trouve que dans un arbre bien particulier. Ils doivent donc partir à la recherche de cet arbre, en espérant de tout cœur qu'il pousse sur cette île. Pour compliquer davantage la situation, les sauvages n'autorisent que 3 d'entre eux à partir pour cette quête avec l'obligation de revenir avant le lever du soleil sous peine de perdre leur coéquipier. Jin et Tracy sont désignés et Wang se porte volontaire pour être la 3e personne. Mais André insiste lourdement pour y aller à la place et lance un regard étrange à Tracy pour une raison des plus mystérieuses. Le professeur, lui, reste en arrière avec le reste du groupe et se met à interpréter des inscriptions murales qui révèlent l'histoire fascinante des sauvages. Il y a de nombreuses années, ils vivaient dans la terreur de la mort à chaque épidémie de paludisme. Ils amenaient alors des membres infectés du clan et les offraient en sacrifice au dieu Gion nommé Naga. Mais un jour, des occidentaux ont envahi leur île, ont enlevé leur peuple et ont disparu dans une montagne volcanique. Quelque temps plus tard, un occidental, le fameux guérisseur borgne, est sorti de cette montagne crachant le feu et a guéri leur peuple de toutes leurs maladies, après qu'ils aient été maudits par le dieu Gion. Progressivement, ils se sont pris d'affection pour cet homme qui a chaleureusement embrassé leur culture, et ils ont ainsi appris sa langue, puisqu'il avait déjà appris la leur. Mais un beau jour, une flotte de navires est apparue à l'horizon et l'homme borgne a tout simplement disparu. Jude était alors intimement convaincu qu'il s'agissait de son mentor, Zico, car seules quelques rares personnes au monde maîtrisaient à la fois la langue Gion et l'art de la guérison. Mais soudain, une idée lumineuse jaillit dans son esprit alors que les mots guérison, vie et mort déclenchaient un souvenir précis de quelque chose que son mentor lui avait enseigné. Pendant ce temps, Jin, André et Tracy s'enfonçaient dans les bois à la recherche du précieux arbre à quinquina. André s'était intérieurement juré de ne jamais, au grand jamais, perdre Tracy de vue, car il la trouvait étrangement suspecte. Mais à cet instant précis, qui raconte qu'il ne croit pas que sur l'arbre réellement décédé. En effet, avant la mort du vieil homme, Jérôme avait vu ressusciter son chien mort à l'aide d'une simple injection qu'il avait lui-même conçu grâce aux connaissances ancestrales du peuple Gion.
De plus, le professeur ne cessait de disserter sur la possibilité pour les humains de vivre éternellement, mais comme ses recherches actuelles étaient généreusement financées par une certaine organisation, il avait proposé de leur faire don de son corps après son décès en échange de leur précieux soutien financier. Et puis, lorsque le professeur est décédé d'une crise cardiaque, ces individus sont venus réclamer son corps en plein milieu de ses funérailles, un timing des plus macabres. Après avoir écouté le récit de Giroud, Yuan suggère que leur présence sur cette île étrange, la figure du professeur Borgne et le volcan, ils pourraient donc trouver des réponses en explorant cette montagne volcanique. Pendant ce temps, Jean et André viennent tout juste de sécuriser la plante nécessaire pour guérir le chef sauvage. Mais Tracy tire soudainement son arme en direction d'André, qui, dans un moment de confusion, pense qu'elle essaie de le draguer. Cependant, il réalise avec effroi qu'ils sont encerclés par des singes aux yeux rouges, une vision terrifiante. Pendant ce temps, dans l'antre des sauvages, ces derniers, impatients, se lassent d'attendre les trois et capturent même Ding. Certains membres du groupe commencent à penser que les trois se sont carrément échappés, les abandonnant à leur sort. Juste au moment où le pauvre gros Ding est sur le point d'être transformé en un kebab appétissant et qu'il mouille déjà son pantalon de terreur, Jean et les autres reviennent, apportant le précieux médicament. La vie de Ding est ainsi épargnée. Ouf! Jean administre le médicament au chef et celui-ci, après un court instant, montre déjà des signes d'amélioration notables. Le chef déclare alors qu'ils leur sont profondément redevables et qu'ils sont prêts à les aider de toutes les manières possibles. Évidemment, Jean s'empresse de demander s'ils connaissent un moyen de quitter cette île. Le frère du chef l'appelle à l'écart pour tout lui expliquer, lui disant qu'elle est bien plus aimable que l'homme qui leur a sauvé la vie, mais qui avait refusé de leur enseigner comment se soigner. Cependant, il la traite de laide, sans détour, et lui intime de se diriger vers le volcan avec son équipe, car tant de gens de leur espèce s'y sont aventurés. Bien que seul l'homme borgne en soit ressorti vivant, Jean interroge alors le sauvage pour savoir s'il a déjà aperçu des singes terrifiants. Il lui répond que ces singes sont en réalité les fantômes de la Terre, autrefois emprisonnés sous le volcan. Mais depuis l'arrivée des envahisseurs humains sur leur Terre, ces fantômes ont été libérés et ont commis des atrocités sur la population, y compris sur lui-même. Il a dû être amputé du bras car celui-ci a commencé à pourrir lentement après avoir été mordu par ces créatures. En guise de conclusion, il la met en garde avec gravité. Ni elle, ni aucun membre de son équipe ne doit jamais être blessé par ces singes de peur qu'ils ne commencent à pourrir lentement et à sombrer dans la folie la plus totale. Lorsque Jean retrouve le reste du groupe et leur rapporte ce que le sauvage vient de lui confier, certains refusent catégoriquement de croire à cette histoire, la jugeant contraire à toute logique scientifique. D'autres, en revanche, estiment que même la science ne peut expliquer pourquoi, diable, ils sont piégés sur cette île, si loin de leur vie normale. Mais à cet instant précis, Yuan émet une théorie. Peut-être que ces fantômes ne sont pas de simples esprits ou des créatures putréfiées. Ils auraient pu être créés, car ils existaient à l'époque où les envahisseurs humains, accompagnés du vieux professeur, sont arrivés sur cette île. Ils auraient donc pu être le fruit de leur expérience. Jairus est visiblement déçu et se sent profondément trahi par son mentor, qui ne lui avait jamais révélé qu'il menait des expériences sur des créatures vivantes pour percer le secret de l'immortalité. Quoi qu'il en soit, Ishigaki lui rappelle que leur principale préoccupation est de survivre, puis propose qu'ils aillent tous explorer le volcan. Cette fois-ci, aucun des membres de l'équipe ne s'oppose à cette idée, car soyons honnêtes, ils ont littéralement tout vu à ce stade, et une aventure de plus, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Dans la scène suivante, on aperçoit des hommes en pleine discussion. Le rouquin, envoyé par un autre chef, rapporte que son patron admet sa défaite sur un pari concernant les victimes piégées sur l'île, affirmant qu'elles ne passeraient pas l'hôtel de Jillian. Le type aux cheveux gris, un certain Luo, avait apparemment parié que l'équipe survivrait à ce point précis, et cette fois encore, il reste convaincu que l'équipe s'en sortira tant que Yuan sera à leur côté, tandis que le rouquin retourne auprès de son patron, le professeur de Jurud, Zico, l'interpelle bruyamment, affirmant qu'il fera exactement le même pari que Luo. Alors que le rouquin s'éloigne, Zico informe Luo que Yuan, en qui il a placé une confiance si aveugle, souffre en réalité d'amnésie, surtout depuis qu'il a aidé Jin à s'échapper de cette cellule. Luo est visiblement bouleversé par cette nouvelle, car il se soucie profondément de Yuan et espère de tout cœur que rien de mal n'arrivera à ce jeune homme. Mais à cet instant précis, un type en treillis arrive, déclarant que la sincérité de Zico et Luo est devenue un problème majeur. La scène bascule alors sur l'île, montrant l'un des sauvages fumant tranquillement sa pipe, tandis que Yang, insouciant, demande une taffe, ignorant superbement les avertissements du vieil homme. Avec une seule bouffée de l'herbe du vieil homme, Yang se retrouve propulsé dans un harem de rêve, entouré de sublimes et redoutables bombes Latina. Et bien sûr, il n'est pas prêt de se réveiller de ce fantasme avant les 24 prochaines heures, c'est garanti. Pendant ce temps, Yuan entame une conversation avec l'un des chefs sauvages qui lui raconte l'histoire des maléfiques envahisseurs ayant enlevé leur peuple sans jamais revenir. À cet instant précis, Tracy émerge de l'eau, coupant le souffle à tous par sa beauté et ses atouts généreux, à peine dissimulés par une fine lanière. Elle intime à Ding et Wang d'arrêter de s'agiter le saucisson en pensant à sa silhouette torride car ils n'ont absolument aucune chance. Cependant, le chef sauvage, lui, estime que toutes les dames de cette équipe sont affreuses comme des poux comparées aux beautés du village sauvage. Plus tard, le village sauvage organise une grande fête et les membres de l'équipe se joignent à eux, consommant force jus de raisin un peu vintage et s'amusant comme des fous. Le sauvage manchot du village propose de leur servir de guide pour leur expédition vers le volcan le lendemain et plus tard, il s'adonne à un jeu de tir à l'arc. Un des sauvages défie André à un jeu et lui demande son chapeau en échange. Quand André l'enlève, sa longue chevelure dorée se déploie, stupéfiant tout le monde. Bref, le sauvage tire et épate la galerie.
André fait de même, les sidère tous par sa précision chirurgicale. Pendant ce temps, Yang se remet enfin des effets hypnotiques de la pipe qu'il a fumée, mais il découvre des singes fantômes en train de dévorer un des sauvages et hurle alors qu'il se tourne vers lui. Yuan entend instantanément sa voix et court à son secours, le trouvant en train de tenter de vaincre les singes fantômes tout seul. Heureusement, les sauvages l'aident en frappant les singes avec des flèches. Malheureusement, l'un des leurs est gravement blessé, son état est irrécupérable. Le frère du chef du village dit qu'ils doivent incinérer le gars pour l'empêcher de devenir un zombie comme les singes, mais son neveu rétorque que ce guerrier était l'un de leurs meilleurs, et dans leur culture, l'incinération signifiait que l'âme ne trouverait jamais le repos et que les souvenirs seraient perdus à jamais. Au lieu de cela, ils peuvent démembrer son corps. Cependant, quand le sauvage emmène le guerrier mort pour le démembrer, il hésite, mais à ce moment-là, il s'est déjà transformé en mort-vivant, le mort à la main et s'enfuit. Quand le frère du chef du village trouve son neveu avec une main ensanglantée, il demande ce qui se passe. Le gars ment, disant qu'il s'est cogné la main sur un rocher. Plus tard, alors que Jen s'occupe de ses blessures, elle fait remarquer que la blessure ressemble plus à une entaille de couteau qu'à un choc contre une pierre. Dans tout cela, l'oncle du gars est tout à fait conscient que son neveu mentait, mais il ne dit rien. Un des gars lui demande s'il y a eu des survivants à part lui, mais il répond que malheureusement, aucun des villageois mordus par ces zombies n'a jamais réchappé. Cela commence généralement par le fait qu'ils ne reconnaissent plus les leurs, puis ils deviennent complètement déments, se transforment en zombies et doivent être mis hors d'état de nuire avant de blesser qui que ce soit d'autre. L'une des personnes très proches de ce chef qui avait été victime était son fils, et juste avant que son fils ne doive être mis à mort, le garçon a regardé son père dans les yeux avec une lucidité déchirante, presque comme s'il lui demandait de le sauver. Ayant entendu cette triste et pitoyable histoire, Yang est incapable de dormir et demande à Yuan ce qu'il ferait si un jour il devait lui ôter la vie, mais Yuan dit qu'il ne voudrait jamais, au grand jamais, ôter la vie à qui que ce soit. Donc, c'est hors de question. Yang a dit quelque chose à propos de beaucoup de diamants, mais il se montre évasif sur ce qui le tracasse, et Yuan dit qu'il se comporte étrangement. Le lendemain, l'équipe remercie le chef sauvage pour son hospitalité, et il s'excuse de ne pas pouvoir les accompagner au volcan à cause des événements de la nuit précédente. Cependant, il leur dit que son neveu serait intronisé comme nouveau chef du village des sauvages. Puis, il leur dit de rester. Ils expliquent qu'ils doivent de se rendre au volcan pour arriver tôt, mais le sauvage s'offense, pensant qu'il balaye d'un revers de main les coutumes de son peuple. Le rituel commence avec l'ancien chef du village versant son sang dans un bol, puis il donne le sang au nouveau chef à boire. Cependant, il semblait que le sang contenait du sang contaminé, et quand ce gars le boit, il se métamorphose instantanément en zombie. Et pendant que son oncle éclate de rire hystériquement, disant que c'est son plan de vengeance machiavélique contre lui car il l'avait vu glisser des organes de zombie dans la nourriture de son propre fils, ce qui a transformé son feu-fils en un zombie qui a dû être exterminé. Bref, maintenant ce mort-vivant a semé la pagaille et est sur le point d'attaquer l'ancien chef du village. Après avoir couru pendant des heures, Ding et le professeur découvrent qu'ils sont séparés du reste de l'équipage. Mais ils entendent un bruissement dans les buissons et découvrent que c'est Yuan. Encore une fois, ils se cachent derrière les buissons après avoir entendu des pas et découvrent que c'est Jin. Mais ensuite, elle tombe dans un piège et des sauvages apparaissent. Apparemment, le chef leur avait ordonné de mettre tous les humains hors d'état de nuire, mais ils connaissent Jin comme leur sauveuse, et comme leur chef est un peu fêlé, ils permettent à Jin de continuer son chemin et même la dirigeant vers le volcan. Le professeur dit aux garçons que même si Jin a eu de la chance, il pourrait ne pas l'être autant qu'elle, ils ne doivent pas relâcher leur vigilance. Utilisant la carte en sa possession, Yuan indique quelques routes qu'ils peuvent utiliser pour arriver au volcan et la scène suivante les montre se reposant sur la plage. Là, Ding récite un poème qui fait ressurgir les souvenirs de Yuan, et il se souvient quand il a été jeté à la mer aux côtés de Luo, un certain Pang l'a supplié de le sauver. Il reprend conscience, réalisant qu'il n'a pas complètement retrouvé ses souvenirs passés, mais il remarque aussi que la berge est plus étroite et il trouve des crocodiles sur la rive de la rivière, décidant d'attendre que les crocos partent. Comme il ne veut pas finir en amuse-gueule pour Crocos, Ding décide de courir pour sa vie. En un rien de temps, il est complètement encerclé par les Crocos et plonge sous l'eau. Cependant, il s'enfuit, laissant Yuan et le professeur derrière comme le gros froussard qu'il est. Cependant, il se sent rongé par la culpabilité en se souvenant que toute l'équipe avait sauvé sa grosse carcasse quand c'était lui qui était coincé. Alors il cherche une corde pour aider à lancer à Yuan et au professeur, mais juste à ce moment-là, il tombe sur Yang en train de fumer. Yang se demande ce qu'il fait là après avoir appris qu'il a abandonné Yuan et le professeur sur la plage. Mais juste à ce moment-là, ils sont encerclés par les singes morts-vivants et Yang décide de les combattre tout en envoyant Ding aller secourir Yuan coûte que coûte. N'ayant d'autre choix que d'obéir, Ding court avec la corde et trouve Yuan et le professeur s'accrochant désespérément à un arbre pour échapper aux crocos. Il grimpe à toute vitesse et lance la corde dans leur direction, après quoi il l'attache aux deux arbres.
Premièrement, le professeur traîne son corps et arrive en toute sécurité de l'autre côté. Remarquant que les crocos n'attendent que lui pour traverser, Yuan décide plutôt de marcher sur la corde puis saute dans l'eau, courant avant que les crocos ne puissent n'attraper son précieux. Cependant, l'un des crocodiles est rapide à ses trousses et au dernier moment, Yang apparaît de nulle part et poignarde le croco, le tirant d'affaire. Heureux de voir Yang, Yuan l'accueille et le remercie. Mais il remarque les égratignures sur la poitrine de Yang et que ses yeux deviennent soudainement rouges sang. Le professeur et Ding sont terrifiés pour leur vie. Sachant qu'il a été mordu par des zombies, ils supplient poliment Yang de ne plus les accompagner. Cependant, Yuan déclare que Yang est toujours en période d'incubation puisqu'il n'a pas complètement perdu toutes ses fonctions et donc il pense qu'ils peuvent encore essayer de chercher l'antidote. Pour cette raison, il dit qu'il devrait retrouver Ding au volcan et ajoute que n'importe lequel d'entre eux aurait pu être mordu et être à la place de Yang, et donc il était sûr qu'aucun d'eux ne voudrait être laissé pour compte. Pour cela, ils acceptent de marcher avec Yang, mais il doit rester à l'arrière extrême pour l'empêcher de mordre qui que ce soit. Aux petites heures du matin, André et Tracy se retrouvent au même endroit et il lui tend le sac de nourriture, tandis que Jin, toute seule, est attrapée par derrière et hurle. Heureusement, ce n'est que Wang et Ishigaki, et d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent tous pour tenter de secourir Jin seulement pour découvrir qu'elle est avec les autres gars. Cependant, l'équipe n'a même pas encore pris son petit déjeuner quand ils sont encerclés par des singes morts vivants. Pendant ce temps, l'équipe du professeur se retrouve dans un marais et il leur dit que la meilleure façon de traverser est de s'étendre à plat d'eau pour augmenter la surface et diminuer leurs chances de se noyer dans le marais. Pendant qu'ils avancent lentement, flottant largement, Gros voit une araignée et perd complètement ses moyens, déstabilisant son équilibre et le faisant commencer à se noyer lentement. Il s'accroche aux pieds de Yuan, le suppliant de ne pas le lâcher, mais il commence à entraîner Yuan avec lui et cela ne fait que leur causer plus de problèmes. Pour se protéger, Yuan est tenté de le repousser et de le laisser partir, mais quand il se souvient d'un événement passé où il a abandonné un certain gars sur le navire, il place une branche dans la bouche de Ding et lui dit de s'accrocher pendant qu'ils avancent vers la sécurité et trouvent un moyen de le secourir. Au début, le professeur arrive sur la terre ferme et commence à ramasser des lianes, et puis Yang commence aussi à s'enfoncer dans le marais. Cependant, Yuan se met rapidement à l'abri et, avec le professeur, tend la liane à Yang et lui demande de prendre Ding pendant qu'il les traîne. À ce moment-là, même Yang peut dire que quelque chose a changé chez Yuan et il est passé de frêle comme un enfant à un leader né qui est sur le point de leur sauver la vie. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe ont échappé aux singes et tout cela grâce au pistolet de Tracy. Bien que pour l'instant, il ne lui reste que 3 balles. D'autre part, Yang et Ding sont en sécurité et Yang remercie Yuan de l'avoir secouru, mais le professeur et Ding ont tous deux remarqué que les yeux de Yang sont devenus rouge sang et donc il lui demande d'arrêter de les suivre. Cela le contrarie, mais Yuan dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il l'abandonne sur cette île parce qu'ils sont frères pour la vie. Cependant, Yang dit que les autres ont raison parce que maintenant qu'il voit vraiment Yuan comme son frère, il n'y a aucun moyen qu'il puisse continuer à le freiner. Mais Yuan dit qu'il devrait se souvenir combien de fois il a mis sa propre vie en jeu pour le sauver, et dans l'esprit de leur fraternité, ils devraient s'efforcer de quitter cette île ensemble. Pourtant, Yang fait promettre à Yuan qu'il mettrait fin à ses souffrances si jamais il se transformait en zombie. Et Yuan dit qu'il ferait de son mieux pour trouver un antidote, mais s'il échoue, il mettrait définitivement fin au jour de Yang de ses propres mains pour le sauver, et ainsi il est décidé que Yang et Yuan voyageraient ensemble avec les autres. Le professeur et Ding se sentent mal d'avoir initialement négligé Yang, mais Yuan leur dit de ne pas s'en faire, parce que même lui a failli abandonner ce gros lourdeau dans le marais pour sa propre survie. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe sont ensemble, discutant de la façon dont ils ont tous survécu au marais. Apparemment, Jin l'a traversé parce que les sauvages l'escortaient et assuraient sa sécurité, tandis que les autres gars ont juste réussi à traverser d'une manière ou d'une autre parce qu'ils avaient des compétences de survie spécifiques au marais. Juste à ce moment-là, Wang remarque. Wang dit à Tracy qu'il a remarqué qu'André a le béguin pour elle parce qu'il semble la coller littéralement partout, essayant toujours d'être dans le même espace qu'elle. En entendant cela, Tracy se sent effrayée et inquiète que ce type lui colle au basque. Et donc elle dit aux autres qu'un jour, lors d'une opération impliquant un cartel, l'un des frères d'André qui était impliqué a perdu la vie. Alors peut-être qu'André cherche maintenant à se venger. Bref, après avoir entendu cela, Ishigaki suggère que Tracy ne devrait jamais rester seule avec André parce que le gars est plutôt habile. Pendant ce temps, Yuan et les autres arrivent enfin à l'endroit où la première équipe vient de partir et ils ont remarqué le sac de provisions intact. Alors ils soupçonnent que quelque chose a dû se passer pour que les gars laissent leur vivre derrière eux. En tout cas, leur objectif principal était de se diriger vers le volcan. Mais la première équipe est déjà épuisée parce que l'environnement est torride grâce au volcan et ils se déshydratent à vue d'œil.
Actuellement, Wang dit qu'il est assoiffé et il réalise qu'Ishigaki est introuvable, mais Ishigaki, à leur insu, gît inconscient quelque part dans une grotte. En le cherchant, Wang se perd et toute l'équipe commence à s'accuser mutuellement de l'avoir laissé derrière. Mais bientôt, ils tombent tous dans des sables mouvants et se retrouvent dans la même grotte avec Ishigaki qui gît toujours inconscient. Pendant ce temps, l'équipe de Yuan est enfin arrivée au même endroit d'où les premiers gars sont tombés. Mais Yang sent que son état s'aggrave car il a des vertiges et se sent de plus en plus mal à chaque minute. Tout le monde est desséché et assoiffé, mais ils aperçoivent un petit ruisseau devant et s'y rafraîchissent. Le professeur a finalement réalisé que ce qui alimentait l'installation de recherche devait être de l'énergie géothermique, obtenue de la chaleur du volcan et des sources chaudes. Mais soudain, il commence à frissonner, disant qu'il a extrêmement froid malgré qu'il soit dans une source chaude, et puis il en sort. Les autres trouvent le manteau d'Ishigaki et sont contents d'être sur la bonne voie, peut-être en amont. Quand ils sortent de l'eau, ils trouvent le professeur frissonnant sérieusement et ayant une fièvre de cheval, car il est couvert d'une épaisse couche de sueur après avoir lutté. Yuan soupçonne que cela pourrait être le paludisme et se souvient que Jin avait préparé des médicaments supplémentaires contre le paludisme au village des sauvages. Alors il dit qu'il devrait se diriger en amont où il pourrait retrouver les autres et obtenir un traitement pour le professeur. Cependant, le professeur ne peut plus bouger et quelqu'un doit rester derrière. Alors Yang propose de le faire, ajoutant qu'il sent que sa période d'incubation touche à sa fin parce que sa vision est devenue trouble. Mais juste au moment où les autres se tournent pour partir, la silhouette d'un homme apparaît derrière Yang et le professeur à leur insu. D'autre part, André s'inquiète pour leur sécurité, alors il décide d'aller voir ce qui se passe devant avec Tracy pendant que Jin et Wang restent avec Ishigaki. Mais se souvenant qu'Ishigaki avait averti Tracy de ne pas se retrouver seule avec André, Wang ne voulait pas la laisser seule avec lui et a proposé de rester avec eux ou de faire en sorte qu'André reste avec Jin et Ishigaki à la place. Cependant, Tracy lui a dit de ne pas s'inquiéter, alors il lui dit d'être prudente. En explorant, ils trouvent un tunnel artificiel à leur grande surprise et se séparent dans différentes directions après s'être retrouvés à un carrefour. D'autre part, Yuan et Ding viennent d'arriver à la même installation, bien qu'ils tombent à travers un trou, alors que Tracy entre d'un côté du tunnel, elle trouve une centrale électrique souterraine, mais bientôt une machine de chantier commence à se déplacer dans sa direction et elle découvre que quelqu'un l'attaque en dirigeant délibérément la machine contre elle. Elle pense initialement que c'est André et quand elle le trouve, elle tire dans sa direction parce que celui qui l'avait attaqué plus tôt utilisait une arbalète. Cependant, il est complètement choqué et se met hors de lui. Alors il décide que c'est son dernier jour et utilise l'arbalète pour lui tirer dessus. Cela devient un combat acharné car Tracy a presque manqué de balles pendant qu'elle se cache d'André, qui est en fait là pour en finir avec elle. Quand ils se repèrent, ils continuent de tirer et Ding et Yuan sont juste confus, se demandant comment arrêter ces deux guignols de se battre dans un moment si crucial. Tracy dit qu'André est un baron de la drogue qui veut se venger d'elle, tandis qu'André affirme qu'il est le vrai Interpol et que c'était Tracy qui travaillait pour les barons de la drogue. Cependant, Yuan essaie de dire à Tracy que ce n'était pas André qui lui avait tiré dessus parce qu'il était toujours dans le passage quand le premier coup a été tiré. Puisque ni l'un ni l'autre n'est prêt à l'écouter, Yuan tient le sac de nourriture au-dessus du broyeur, menaçant d'y jeter la nourriture, puisqu'ils étaient tous deux désireux de sauter la vie et plus intéressés par la castagne que par la survie. Ils commencent à compter à rebours pour qu'ils arrivent tous les deux à une conclusion raisonnable, tandis que Ding le supplie de ne pas le faire parce que la nourriture signifie plus pour lui que l'oxygène. Pendant ce temps, dans la grotte, Wang commence à montrer des signes d'hypoglycémie dus à la famine. Alors Jin lui tend le fruit qui avait été conservé pour Ishigaki. Cependant, il lui dit qu'il n'en mangera que la moitié parce que son grand-père lui a enseigné les préceptes bouddhistes de ne pas être égoïste et de ne prendre que ce dont il avait besoin pour survivre. Juste à ce moment-là, Yuan et les autres gars retrouvent Jin et ses gars. Pendant que Jin s'occupe d'Ishigaki, Yuan lui demande de l'accompagner parce que le professeur et Yang sont tous deux malades du paludisme et du virus zombie respectivement. Ding se demande pourquoi il a été assez honnête pour révéler toute cette histoire de zombies, mais Jin est plus qu'enthousiaste à l'idée de les secourir tous les deux. Alors elle dit que Wang les accompagnerait pour servir de main-d'œuvre pour transporter les hommes. Cependant, Yuan dit qu'André devrait plutôt les accompagner. Et quand ils arrivent, ils ne trouvent aucun d'eux à l'endroit. Alors André leur dit à tous les trois de se séparer et de les chercher. Même après quelques heures, aucun d'eux ne rencontre les gars. Mais ils trouvent le canif de Yang coincé dans le mur et André sent qu'il a été laissé là délibérément. Parce que le couteau est en hauteur, André doit sauter pour l'atteindre et il réalise de tous que Yang ne pourrait jamais faire cela dans son état physique actuel et avec sa taille. En tout cas, il arrive à la conclusion qu'il devrait se battre en retraite parce qu'il sent que Yang et le professeur sont tous deux dans le laboratoire puisqu'il n'y a aucun signe de lutte et que leur sac de nourriture n'est pas éparpillé. En revenant, Tracy remarque que quelque chose cloche et que quelqu'un a trafiqué son arme parce que typiquement elle aurait tiré sur André à vue, mais elle a raté ce qu'elle ne fait jamais. Le pauvre Ding la supplie désespérément de garder l'arme loin avant
qu'elle ne l'envoie à une mort prématurée en tant que puceau. Quand Yuan et Sega arrivent, ils partagent la mauvaise nouvelle avec les autres membres, mais juste à ce moment-là, Ishigaki reprend connaissance. Il les rejoint pour explorer le laboratoire, et en chemin, il note que Yuan semble différent maintenant et lui fait réaliser que malgré tout son argent et ses connaissances en matière de direction d'une entreprise technologique, il leur est complètement inutile. Ils entrent dans le laboratoire et Ishigaki dit qu'une si énorme infrastructure ne peut pas être construite juste par la richesse sans l'intervention du gouvernement, et donc il se demande comment c'est possible. Bref, cela donne à Yuan une idée que l'île où l'énorme équipement de construction ne peut être transporté que par bateau, ce qui signifie qu'il doit y avoir un port sur l'île quelque part. Même si le port peut être leur échappatoire de cette île, ils savent qu'ils ne peuvent pas le trouver en cherchant à l'aveuglette, mais Ishigaki sent que dans le laboratoire, il pourrait y avoir une carte détaillée de l'endroit. Alors Yuan dit que leur objectif principal est d'explorer le laboratoire pour des médicaments, des cartes et d'autres informations pertinentes. Mais au moment où ils ouvrent la première porte, ils trouvent un squelette appartenant à l'un des chercheurs, et puis ils accèdent à des super ordinateurs là-bas. Ishigaki en allume un et essaie d'y accéder, mais il repère bientôt l'ordinateur principal et essaie de l'utiliser. Malheureusement, celui-là nécessite un mot de passe et il y a un milliard de combinaisons possibles, ce qui nécessiterait une semaine pour le déverrouiller. Cependant, il se sent capable de déchiffrer le mot de passe de 40 caractères et s'assied pour travailler pendant que les autres continuent d'explorer sous sa direction. Tracy, Jin et Ding entrent dans une zone de biorecherche et sont choqués de trouver les singes zombies dans des éprouvettes, tandis que Yuan, André et Wang vont dans un autre aspect du bâtiment et déclenchent accidentellement le système d'alarme. Cependant, ils le mettent hors service et le cassent, et sont fiers d'eux-mêmes. Ils trouvent des combinaisons de protection biologique dans un vestiaire, tandis que Yuan trouve une carte appartenant à un soldat militaire américain. Alors il se demande s'il devait y avoir des raisons cachées à toute l'expérimentation concernant la mortalité. Mais ensuite, Wang marmonne des déclarations bouddhistes du Kama Sutra, et André lui demande ce qui lui prend. Alors il partage qu'il se sent mal d'avoir laissé les villageois sauvages derrière, même s'il souffrait. André se demande si le cerveau du gars est câblé pour s'autodétruire dans les moments critiques, et lui dit de fermer le bec avec ses pleurnicheries parce que, évidemment, il n'aurait beau pas pu emmener tout le monde pour augmenter leurs chances de survie. Cependant, il ne semble pas se calmer facilement. Yuan remarque que quelque chose ne va vraiment pas. Il lui demande d'être franc avec eux sur ce qui se passe. Wang leur avoue alors qu'il souffre d'un trouble psychologique pour lequel il prend des médicaments et sans sa petite Marie-Jeanne, ses neurones sont en mode avion, complètement déconnectés. Son esprit s'est alors envolé vers une époque où il était basketteur, se tuant à la tâche, se donnant corps et âme pour faire plaisir à son père. Ce dernier lui avait dit de réaliser son rêve de devenir un excellent joueur de basket, un vrai champion. Mais la tension était telle que même si ses coéquipiers lui passaient le ballon, son anxiété le paralysait complètement. Il a même songé à tout laisser tomber. Heureusement, son coach l'a aidé et il a consulté un psy, ce qui lui a permis d'obtenir un traitement médicamenteux. Après son récit, André confie que ce qu'il traverse ne lui est pas si étranger. Il a des collègues militaires qui souffrent de troubles de stress post-traumatique et sont contraints de rester sous médication pendant de très longues périodes. Quoi qu'il en soit, ils l'encouragent à persévérer. C'est alors qu'Ishigaki leur annonce qu'ils sont dans une impasse et qu'ils doivent changer de direction. Ils tombent sur un couloir rempli de tas de squelettes, la plupart en position assise, ambiance garantie. La seule explication, c'est qu'il s'agissait de chercheurs qui, un jour, prenaient tranquillement un bon repas et sont tous morts subitement. En inspectant les lieux, ils découvrent une porte menant à une salle à manger privée et là, ils tombent sur un type. Mais quand il se retrouve face à lui, il réalise que c'est un mort-vivant flippant qui semble ravi de les voir. Pendant ce temps, l'équipe de Jin trouve enfin une pharmacie, mais toujours rien pour soigner Yang. Jin garde espoir et entre dans une autre pièce, mais elle hurle en découvrant le corps d'un humain muté, abandonné en plein milieu d'une expérience. Pendant ce temps, Yuan confirme que le scientifique momifié est bel et bien mort. Mais André rétorque qu'il a vu tellement de cadavres dans sa vie, et aucun n'était aussi joyeux que celui-ci. Toute cette situation met Wang très mal à l'aise, car sa religion lui interdit de toucher au corps des défunts. Alors il les supplie d'être respectueux envers les morts et d'arrêter de tripoter le cadavre. Pendant ce temps, Yuan trouve une carte d'identité sur le type indiquant qu'il est le chercheur en chef. Sa carte pourrait leur donner accès à une chambre intérieure. Cependant, il trouve un carnet mais les pages sont arrachées, et juste à ce moment, André aperçoit une silhouette courant juste derrière Wang. Le pauvre type est à deux doigts de faire pipi dans son froc et André manque de s'enfuir avec le carnet. Mais Yuan insiste pour qu'il le laisse. En vérifiant le dos du livre, il trouve des mots écrits, presque comme un code secret. En chemin, Jean et les autres discutent de l'inhumanité des chercheurs à utiliser des humains pour leur expérience, mais une ombre passe au-dessus d'eux sans qu'aucun ne le remarque.
Interrompant leur petite conversation, la silhouette lance une grenade entre eux. Tracy dit rapidement aux autres de se coucher. Le bruit de l'explosion alerte Yuan et les autres, et il devient clair pour Tracy que quelqu'un veut les éliminer. Évidemment, elle pense que c'est Andre, mais Jean ne partage pas son avis. Elle repère une porte qui, selon Tracy, les mènera en sécurité. Elle dit qu'elle tirera sur l'assaillant pour le distraire pendant que Jean et Ding se précipitent vers la porte pour passer la carte. Mais le problème, c'est que la première personne à sortir était la plus en danger et il devient difficile de choisir qui. Cependant, Ding se propose d'y aller en premier puisqu'il a la carte d'accès et il veut juste gagner plus de points d'aura pendant que ces dames l'admirent. Mais pendant qu'il court, l'assaillant tire une flèche qui lui transperce l'oreille. Malgré ça, Ding réussit à passer la carte d'accès et déverrouille la porte pour que les filles puissent passer. Mais quand elles entrent et que c'est son tour de la refermer derrière lui, Ding est malheureusement paralysé et ne peut plus bouger, le laissant bloqué dehors. Après ça, les filles trouvent un compartiment secret et s'y enferment, mais soudain des fumées de gaz toxiques s'engouffrent par les tuyaux. Elles tentent de s'échapper mais découvrent que les portes sont fermées de l'extérieur et elles s'évanouissent sur le champ. Suite à cela, la fumée est aspirée par les conduits et l'assaillant ouvre la porte. De leur côté, Yuan et Wang se demandaient quelle explosion venait de se produire. Ils se sont donc précipités vers la salle de contrôle où se trouvait Ishigaki et lui ont demandé ce qui était arrivé aux filles et à Ding. Il a alors avoué que c'était André qui les avait attaqués avec une grenade et qu'il avait vaguement vu les emporter dans un chariot. Malheureusement, Ishigaki ne pouvait pas tout voir et n'avait pas accès à toutes les caméras de surveillance. Il ne savait donc pas où Andre avait emmené les filles, car Andre opérait manifestement en dehors de la couverture des caméras de surveillance, connaissant l'agencement de cet entrepôt. Cependant, Yuan a soudainement cessé de s'inquiéter, pensant qu'Andre ne pouvait rien leur faire immédiatement, puisqu'il venait tout juste de les capturer. Il dit donc qu'il devrait simplement essayer de les localiser dès que possible. Ishigaki pensait qu'il serait bon de commencer par trouver le mot de passe administrateur, mais Yuan lui a tendu le carnet appartenant au superviseur de ses chercheurs. Et puis il a dit que les mots écrits contenaient 40 lettres, ce qui devait être le code d'accès pour l'autorité administrative. Instantanément, il l'a tapé et le système lui a demandé d'activer l'authentification de niveau 2 qui nécessitait les empreintes digitales du superviseur. Or, le superviseur était de retour à la cantine et son corps semblait étrangement parfaitement intact. Il pouvait donc encore obtenir ses empreintes. Malheureusement, le système était sur le point de s'autodétruire dans 10 minutes si les empreintes n'étaient pas saisies et la cantine était à 20 minutes, donc une personne normale ne pourrait jamais revenir à temps. Wang était sur le point de courir pour sauver sa peau, mais Yuan l'a rappelé, lui disant qu'il était leur seule solution, celui qui les aiderait tous à s'échapper. Après tout, c'est un athlète professionnel, capable de couvrir cette distance en moins de la moitié du temps. Wang dit qu'il ne peut pas le faire, car il est bouddhiste et croit en l'honneur du cadavre des morts. Mais Yuan lui rappelle que les sutras disent aussi qu'il vaut mieux sauver la vie d'une personne que de construire un temple de 7 étages. Alors, la vie de cette personne devrait valoir bien plus qu'un simple cadavre, non ? Ishigaki a aussi raconté l'histoire du Bouddha naviguant avec 500 marchands, rencontrant des pirates qui assassinaient et volaient. Mais comme le Bouddha ne voulait voir personne pécher et aller en enfer, il est allé lui-même exécuter les pirates, sauvant ainsi les marchands d'une damnation éternelle. La morale de l'histoire, c'est que le Bouddha lui-même était prêt à commettre un péché et à finir en enfer pour le bien des autres. Et Wang devrait être prêt à prendre une décision difficile au nom des autres, ce qui serait bien plus honorable que sa propre vertu. Il a couru par le chemin le plus court, guidé par les caméras, il s'est arrêté à la cuisine, a saisi un couteau de boucher, mais en fixant les yeux du chercheur mort, il a trouvé qu'il avait l'air tellement vivant qu'il a paniqué et a laissé tomber le couteau par terre. Yuan et Ishigaki se demandaient ce qui se passait, car une minute s'était écoulée depuis que Wayne était entré, mais il n'était toujours pas sorti. Et quand ils l'ont entendu pleurer, car il les avait tous déçus, Ishigaki était agacé et regrettait d'avoir confié une tâche si importante à ce type. Cependant, Yuan gardait espoir et a appelé Wang d'une voix si forte qu'il pouvait l'entendre de n'importe quel point du bâtiment. Il lui a alors rappelé l'histoire où il avait été contraint d'amener le flic champion à une certaine personne et avait échoué. Mais comme son coach l'avait encouragé, lui disant qu'il pouvait le faire, c'était sa chance de prouver sa valeur et de ne pas mourir comme un lâche. Alors il lui a ordonné de courir. Wang a arrêté de pleurer comme un bébé à qui sa maman gâteau aurait coupé le lait, puis a rassemblé tout son courage pour courir avec le corps entier puisqu'il ne pouvait pas se résoudre à couper le bras du type. Étonnamment, sa vitesse de course cette fois-ci était presque 2 fois plus rapide qu'à l'aller, mais en chemin, Wang a vu André et a hurlé. André avait l'air totalement perdu et confus, mais ne lui a absolument rien fait. Cependant, le compte à rebours devenait intense, le système se préparant au processus d'autodestruction. Mais à quelques secondes de la fin, Wang a trébuché et est tombé, et après ça, le zombie s'est retrouvé au sol, lui aussi. Cependant, il s'est relevé aussitôt, même si Yuan courait vers lui, puis il a soulevé le bras du zombie, a sauté aussi haut qu'il le pouvait et l'a claqué sur le scanner d'empreintes digitales à quelques millisecondes près. Quel timing!
Cela nous amène à la fin de la vidéo. Ont-ils réussi à temps? André est-il vraiment celui qui en veut à leur vie? Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et commentez sauce zombie si vous avez regardé jusqu'au bout.